Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En quête de voix produit par Ubuntu Factory. En quête de voix, votre podcast qui est centré autour de discussions sur l'Afrique, sur la littérature, la culture, les questions sociales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une star, je dirais. C'est un écrivain, un romancier, et pas n'importe lequel, goncourisé en 2021, Monsieur Mohamed Mbougar Sarr, que je surnomme affectueusement mon macho préféré. Bonjour Mbougar, merci et bienvenue dans Enquête de voix. Merci beaucoup Demba, merci de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous et même aux Alpulaar, je les salue. Ça fait quoi d'être devant son bourg? Écoute, c'est moins impressionnant que ce que j'avais imaginé, mais j'ai l'habitude, mais de plus haut. Mais ce soir, je te laisse diriger la chose, je te laisse donner l'impression, l'illusion que tu mènes le débat. On reprendra les rôles un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là. Vraiment, merci pour l'accueil et merci par avance pour la conversation. Voilà. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, surtout. Non, mais je te laisse la position debout pour l'instant. Après, on verra, on réglera ça après. Alors, Mbougar, toute carrière ou tout parcours a un point de départ, comme on le sait. C'est le stade embryonnaire un peu de chaque parcours. Et quoi de mieux que de retourner au royaume de l'enfance, à Niarem, à Diourbel, dans le Baol. Et je sais que tu as eu à peut-être probablement répondre à plusieurs reprises à cette question, l'enfance et tout. J'aimerais la poser un peu d'une manière particulière. Diourbel dans les années fin 90, début 2000, c'était comment? C'était quoi les rues de Diourbel? Qu'est-ce qui caractérisait cette région, cette ville-ci quand même centrale, que du point de vue historique, religieux, etc. C'était quoi Diourbel? Alors, il m'a fallu retourner à Diourbel 15 ans après l'avoir quitté pour savoir ce qu'a été Diourbel dans mon enfance. Et quand je suis retourné à Diourbel au milieu des années 2010, j'ai vu une ville qui me semblait dévitalisée. Et c'est là que j'ai mesuré combien la ville avait été différente dans mon enfance, pleine de vie, au contraire. Tout simplement parce qu'à l'époque où j'étais enfant, adolescent, la ville de Touba était puissante, mais n'avait pas encore tout à fait phagocyté, avalé Diourbel. Ce qui fait que Diourbel restait vraiment le chef-lieu de région du Baol, la commune par laquelle il fallait passer nécessairement avant d'arriver à Touba. Maintenant, ce n'est plus la peine, on prend Ila Touba et puis on est directement sur place. Donc le Diourbel de mon enfance est un Diourbel de bruit et de fureur. C'est un Diourbel extrêmement animé culturellement parce qu'il y a beaucoup d'ASC qui sont présentes. Il y a la Sonacos, donc la fameuse usine de raffinerie d'arachide qui est présente. Il y a l'équipe de la Sonacos de football qui est à cette époque-là assez fringante. Toute la ville en Ligue 1 du Sénégal et toute la ville tourne un peu autour de cela. Il y a un certain nombre de manifestations autour du Simbre, du jeu du faux lion, comme on l'appelle, des sabars, des choses qui m'ont assez intéressé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'en doute pas. Et au milieu de tout cela, il y a une présence religieuse très forte aussi. Il y a le mouridisme qui est là, qui est très très présent. Donc ça donne une ville qui est contrastée, comme toutes les villes, mais qui arrive à trouver une cohérence entre ces contrastes-là. Et je grandis au milieu de tout cela, au milieu d'une famille qui me protège beaucoup. Quand je dis qu'il me protège, c'est que pendant très longtemps, je ne suis pas sorti dans les rues de Diourbel. Parce que tu es l'aîné, non? Parce que je suis l'aîné et que pendant très longtemps, j'ai été un peu comme ça, gardé. Pas couvé, pas emprisonné, mais on m'a préparé avant de me laisser sortir dans les rues. Ce qui fait que pendant très longtemps, j'ai d'abord entendu la ville de ma maison. Donc, j'ai d'abord imaginé, avant de me projeter en elle et de découvrir comme ça, un endroit particulièrement fabuleux et très étrangement vert. Mes souvenirs de Diourbel sont les souvenirs d'une ville verte
Et quand je suis retourné, j'ai vu que soit j'avais inventé ces souvenirs-là, soit la crise écologique est beaucoup plus puissante et rapide que prévu, puisque maintenant, c'est une ville où il n'y a quasiment plus d'arbres. C'est assez étonnant. Le béton est passé par là. Hein. Peut-être des immeubles aussi qui poussent partout. Oui, non, je n'ai pas reconnu ma ville. En même temps, bon, j'imagine qu'elle non plus ne m'a pas reconnu. C'est tout à fait normal. Mais disons que oui, c'est vraiment l'expression, le bruit et la fureur. Et les souvenirs que j'ai là qui me reviennent, c'est vraiment en même temps qu'on entend un courel de Hassida, il y a des chants liés au sabar de l'autre côté. C'est vraiment à une rue d'intervalle. Donc moi, je navigue entre les deux. Ouais. Je ne veux pas faire de blasphème ici, mais disons que j'appréciais les deux. Voilà. Je pense que tu avais un penchant que tu n'avoues pas, mais bon, on en reparlera. Mais du coup, tu grandis dans une famille de 9 personnes, c'est ça? C'est une fratrie de 9? On est 7. 7, ok. On est 7. Je suis l'aîné. Et à Diourbel, nous sommes 4 à avoir vu le jour dans cette région. Je suis né à Dakar, mais j'ai grandi vraiment à Diourbel jusqu'à mes 15 ans. Ok. Et tu as aussi cette particularité qu'on partage un peu, c'est d'avoir un peu vécu entre le monde rural de Diourbel et la ville en tant que centre urbain. Ce qui fait que tu grandis un peu dans les initiations qu'on te fait j'imagine les traditionnels serrères, etc. Et de l'autre côté, un centre urbain où c'est moins pesant ou moins présent. Et est-ce que tu as eu à faire face à la question de... Est-ce que tu t'es posé la question de qui suis-je ou quelle est mon identité? Tu l'as dit, je suis serrère. Je viens d'une famille serrère, mais une famille serrère dont le père, donc mon père, est allé faire ses études, est devenu médecin et s'est installé à Diourbel à un moment. Donc, je grandis à Diourbel, donc dans la ville, mais le foyer traditionnel de la famille est dans un petit village qui est dans le Sine, un grand village d'ailleurs, qui est dans le Sine, qui s'appelle Fayil, qui a une dizaine de kilomètres environ de Fatick. Donc, je navigue entre les deux espaces, puisque pendant les vacances, je suis à Fayil, une partie des vacances, et puis pendant les années scolaires, je suis à Diourbel. Ce qui fait que très vite, bien sûr, la question de l'identité se pose. Qui suis-je? Mais la réponse arrive aussi très rapidement. La question qui suis-je, je pense qu'on se la pose tous très rapidement pour la simple raison que dès qu'on sort de l'enfance, et peut-être même dans l'enfance, la question arrive. Puisque on se demande tout de suite pourquoi nous sommes nés là où nous sommes nés, avec les personnes qui sont autour de nous, pourquoi nous ne sommes pas nés ailleurs, sur un autre compte. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un destin? Et quelle signification ça a? Ça arrive, mais au même moment où la question arrive, la réponse arrive tout aussitôt, puisque je commence à être initié. Donc, il y a la langue sérère qui est là très rapidement, qui commence à former un peu ce que j'appellerais, non pas mon identité, mais une partie de cette identité. Et il y a ensuite l'initiation sérère qui passe par ce qu'on appelle le ndout, qui est l'équivalent un peu du kassak, de l'entrée dans la case d'homme, si on veut. Et avec le ndout, c'est tout un monde qui s'ouvre également, fait d'enseignements, fait de réponses, mais fait, et c'est encore plus beau, de questions nouvelles. Ce qui fait que j'hésite à dire que je sais qui je suis, puisque ce serait presque un peu triste de dire qu'on sait qui on est aussitôt. Mais disons que très vite, la question de l'enracinement a été très vite réglée. C'est que je sais où est-ce que je peux aller chercher mes racines, où se trouvent mes racines. Mais heureusement, ce sont des racines mobiles. Les Sérères ont enfin, je ne vais pas dire que ce ne sont pas que les Sérères, mais disons que toutes les cultures au Sénégal qui insistent encore beaucoup sur la question des racines et de l'identité insistent aussi sur le fait que ce sont des racines mobiles et que les racines n'existent que pour rencontrer d'autres racines. On a découvert récemment que dans la forêt, les arbres se parlaient entre eux. Et ce n'est pas une fiction qui sort de Tolkien, par exemple, parce que chez Tolkien, ceux qui ont vu
la saga du Seigneur des Anneaux savent que les grands arbres qui s'appellent les Ents se parlent entre eux. Mais on a découvert que littéralement, dans toute forêt, les arbres se parlent entre eux à travers les racines. Par les souterrains, il y a des réseaux de racines qui se créent. Et c'est une image que j'aime beaucoup, parce que ça veut simplement dire que les racines qu'on a ne sont jamais simplement individuelles. Elles ne sont même jamais simplement communautaires. C'est que les racines que vous avez communiquent par une sorte de diadème souterrain, de réseau comme ça, de rhizome extrêmement complexe, communiquent avec d'autres racines. Et c'est une image que je trouve très belle parce qu'elle métamorphorise assez ma relation avec la culture sérère que j'ai eue dès l'enfance, quoi. Ok, je viens d'apprendre un truc. Je pensais que tu étais inséré du Baol vers Bambey, comme ça, mais je ne savais pas que c'est très proche. Non, parce que j'avais fait la déduction très rapidement. Mais oui, j'entends ce que tu dis et je le comprends. Comme je te disais tantôt, c'est que moi, j'ai vécu dans le monde rural, dans mon village natal pendant toute mon école primaire, littéralement, avant de venir à Koldaville. Et que le fait d'avoir cet ancrage-là, quelque part, par rapport aux initiations et tout ce qui s'ensuit, ça constitue une richesse quelque part. Et ce que tu dis sur la mobilité, c'est tellement vrai parce que quand tu vois, par exemple en Casamance, il est très fréquent que dans les villages, qu'il y ait c'est une région assez métissée, je dirais, et tu retrouves, par exemple, les Peuls du Fouladou, tu retrouves dans leurs mots des mots d'origine mandingue et tout. Donc ça, c'est un peu une preuve de cette mobilité que tu soulignais. Mais là, ce que tu dis, quand on regarde actuellement ce qui se passe, les gens qui se tournent vers le communautarisme, les gens qui appellent soit au nationalisme qui va même déboucher jusqu'à la xénophobie, qui arrive. On entend aussi ce discours au Sénégal dernièrement dans la scène politique. Comment tu vois la chose? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que on en arrive là? Bon, c'est une question très... Oui. Mais disons que c'est la solution de facilité. C'est vraiment la réflexion littéraire, le degré zéro de la réflexion politique, pas littéraire, politique. De se dire qu'en réalité, dans toute situation donnée, il faut aller chercher la source des problèmes chez l'étranger. C'est que tu en arrives à oublier que tout homme, d'une certaine manière, est étranger sur cette terre, finalement. Mais d'ailleurs, la terre nous le rappelle de temps en temps, que nous sommes étrangers ici et qu'il suffit, je ne sais pas, d'un petit virus, d'un petit séisme, de n'importe quel petit frisson un peu fort de la nature pour que nous soyons renvoyés à la question de notre étrangeté. Mais même en parlant de la question de l'étranger politique, du citoyen qui n'est pas d'ici, je crois que c'est toujours une erreur de se tourner là parce que ça empêche toute forme d'autocritique, de lucidité sur soi, sur ce qu'on a raté. Et c'est vraiment une solution de facilité. Pour moi, lorsqu'on fait de cette question-là de la préférence nationale l'alpha et l'oméga de sa réflexion politique, c'est qu'en réalité, on n'a rien d'autre à proposer ailleurs et que surtout, on considère que toutes les questions liées à l'éducation, à la santé, aux besoins primaires vraiment de base ne sont pas importants. Ou s'ils sont importants, ce sont des thèmes qu'on ne réfléchit qu'en relation avec ses propres obsessions, ses propres biais identitaires. Et je trouve toujours que au Sénégal, par exemple, j'ai pu entendre ce type de réflexion-là. C'est absolument infâme, c'est tout à fait indigne. Et je trouve que le fait d'avoir une réflexion politique qui s'aligne tout à fait sur ce que l'on entend de pire comme paroles politiques xénophobes, comme paroles politiques racistes en Europe et ailleurs dans le monde, ça, c'est tout à fait... Je trouve que c'est d'une tristesse sans nom de se dire que venant d'un continent qui a été tellement victime de racisme, qui est encore victime de racisme et régulièrement de xénophobie, on emprunte la même rhétorique, c'est-à-dire qu'on ne s'élève pas par rapport à ce que l'on peut entendre ailleurs. Voilà, ça c'est d'une tristesse sans nom. Et le Sénégal, je crois, est un exemple parfait de pays où l'étranger a toujours été reçu d'une certaine manière,
où d'une certaine manière, il a un droit presque. Je milite depuis très longtemps, en tout cas non, intellectuellement, pour la création d'un droit de l'étranger. C'est-à-dire les droits qu'on puisse inscrire quelque part ce qu'on appellerait la charte de l'étranger, qui serait une charte d'hospitalité partagée par le monde entier. Ça, j'aimerais beaucoup parce que c'est ce que j'ai vécu et je pense que tous les Sénégalais ont vécu ça. Ne serait-ce que dans la cellule familiale, vous êtes là un beau jour, quelqu'un débarque. Vous ne savez pas qui c'est. C'est un oncle, c'est une tante, c'est un grand-père, c'est un grand-oncle. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas. Même vos parents le connaissent à peine. Il vient, s'installe, reste quelques jours. Vous ne savez pas pourquoi. Parfois, il reste plus longtemps. Parfois, il reste à vie. Vous ne savez pas pourquoi, mais il est là. Et lorsque, enfant, tout à fait naïvement, vous posez la question à vos parents, ce qui m'est arrivé, et pourquoi telle personne est là, et pourquoi on me demande de lui laisser ma chambre pendant un certain temps, ou pourquoi il dort avec moi dans ma chambre, le regard que me jetait ma mère à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, parce que la question ne devait même pas se poser. Voilà. C'est vrai, parce que, et aussi, tu as des cas de figure où ils peuvent même venir passer des années. Par exemple, quand tu viens du milieu rural, s'il n'y a pas de collège, etc., à chaque fois qu'ils ont l'entrée en 6e, finalement, la maison devient une maison d'accueil quelque part. Bien sûr. Et ça, c'est une preuve de ce que tu disais. Et je trouve que aussi sur cette question, c'est que il y a deux choses. Il y a le travail de mémoire sur l'histoire qui n'a pas été fait, le fait d'expliquer que ces frontières ont été héritées d'une colonisation, etc., et que des peuples ont été séparés à partir de là, et que le travail de mémoire doit se faire, c'est-à-dire que le Dakarois ou le Saint-Louisien sache que c'est cette notion de citoyenneté et tout ce qui tourne autour. Je pense qu'il y a ce pan qui a été raté quelque part et qui contribue à ça un peu. Après ce chapitre, disons, on a digressé un peu, mais ça me permet j'avais prévu de parler du sujet un peu plus tard, mais puisque d'une part, on a parlé de tout ce qui est nationalisme, rejet et xénophobie ou repli de soi, de l'autre côté, il y a la notion de l'altérité, c'est-à-dire que on se réalise, l'idée selon laquelle on se réalise humainement qu'en croisant l'autre, que tu exprimes d'ailleurs dans tes livres, dans tes personnages qui se font, où leur histoire se crée parfois à partir de rencontres avec d'autres personnages du livre. Comment tu conçois l'altérité? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que ça nous permet de nous réaliser quelque part? Je le pense absolument. Pour la simple raison que laissé à soi-même, on tourne en rond en soi-même. Parce qu'il y a toujours un moment où nous butons sur notre propre ignorance, où nous butons sur nos propres limites, sur ce que l'on sait. Or, ce qui m'intéresse souvent dans la vie, c'est ce que je ne sais pas. C'est vraiment ce qui peut me surprendre ou ce qui semble à la fois être très proche de moi, être la même chose que ce que je porte, tout en étant différent. C'est cette zone de trouble-là entre ce qui est le même et ce qui est autre qui pour moi est la plus intéressante parce que c'est là qu'on se pose les questions, je pense, les plus fondamentales sur ce qu'est l'humanité, tout simplement. Ce qui fait que je n'ai jamais eu peur de l'altérité. Je n'en ai jamais eu peur tout simplement parce que, et ça tient peut-être aussi soit à mon éducation, soit à une sorte d'optimisme aveugle que j'ai, mais ça tient au fait que je pense que dès la prime enfance, avant 10 ans en tout cas, les éléments culturels qui permettent à un enfant de ne pas avoir peur de se confronter à l'autre doivent être mis en place, au point qu'il puisse se dire je peux rencontrer quelqu'un d'autre sans avoir peur de me perdre. Parce que la crainte de l'altérité vient toujours de là. De se dire, mais si je rencontre l'autre, il va m'effacer, il va m'absorber. Ce n'est pas sans raison qu'au Sénégal, on se pose parfois cette question, puisque nous faisons partie, malheureusement, de cultures qui ont été colonisées. Et que la rencontre avec d'autres, surtout d'autres qui ont été d'autres colons, oui. C'est mal passé, plus ou moins pour le dire ainsi, pour nous. Ça s'est mal passé. Donc, je peux comprendre qu'on ait gardé une sorte de traumatisme lié à la question de la rencontre. Cependant, dans la question de la rencontre, j'estime toujours que c'est
nous, quand je dis nous, c'est vraiment des populations qui ont accepté dans un premier temps de recevoir que d'autres arrivent sans se montrer agressifs tout de suite. C'est nous qui avons eu raison, parce que c'est nous qui avons fait le pari d'une rencontre, qui avons fait le pari peut-être de l'idée selon laquelle l'autre pouvait apporter autre chose que la violence. Il arrive qu'on se trompe. Et dans la plupart, dans beaucoup de situations historiques où il y a eu de la colonisation, évidemment, les peuples qui ont accepté se sont trompés d'une certaine manière. Mais je pense que c'est une erreur qui, sur le plan simplement philosophique, n'est pas nécessairement une défaite. Parce que une victoire morale. À l'échelle de l'histoire, je pense qu'on finit par avoir raison. Parce qu'on n'a pas été tout de suite violent, parce qu'on a fait le pari d'une chose qui, longtemps après, peut nous donner raison et nous enrichit un peu plus tard. Évidemment, je ne dis pas ça en minorant le fait que sur le continent africain même, avant même l'arrivée de toute forme de colonisation, il y a eu de la violence. C'est que ce que je dis pour la violence vaut pour l'autre comme absolu. Je ne dis pas simplement l'autre comme l'arabe ou l'autre comme l'européen. Ça vaut aussi comme l'autre africain, à l'intérieur même du continent africain. Je voulais le préciser. Mais globalement, j'ai une sorte d'optimisme anthropologique qui fait que je suis quasiment convaincu que lorsqu'on met en place les dispositions pour que la rencontre se fasse autour de questions essentielles, c'est-à-dire des questions qui tout de suite tentent de montrer que nous vivons les mêmes expériences, que les réponses que nous apportons ne sont peut-être pas les mêmes, mais que les questions qui se posent à nous, les expériences que nous traversons sont fondamentalement les mêmes et relèvent de l'expérience humaine. Là, la rencontre ne peut être que féconde et fertile. Et dans ce cas, où est-ce qu'il faudrait mettre quelque part le curseur, si on revient la fameuse théorie de Senghor, l'enracinement et l'ouverture quelque part, pour certains, voilà, entre ce risque d'assimilation quelque part et cet enracinement à une culture donnée, un point de départ. Est-ce que au fil du temps, on ne va pas justement se perdre pour certains dans cette mobilité dont on parlait tout à l'heure? Où est-ce qu'il faudrait mettre le curseur selon toi, ou quel est ton avis là-dessus? Je crois que... Et sur ton cas personnel, l'homme par s'est exemple, toujours déplacé. Ok. Tout simplement. Depuis le début, moi, ça a été l'une de mes réponses. L'homme s'est toujours déplacé. Il vient du continent africain, disons, jusqu'à preuve du contraire. C'est là qu'on l'a localisé. En tout cas, les plus anciennes localisations sont là. Et il s'est déplacé. Et ce déplacement-là est aujourd'hui ce qui constitue ce qu'on appelle l'humanité au sens large. C'est aussi constitué parce qu'il y a eu déplacement et donc évolution et donc adaptation. Tout cela s'est fait d'abord parce qu'il y a mobilité. Et j'étends la question de la mobilité vraiment non seulement au sens de la rencontre avec l'autre, mais même du droit, on en parlait un peu tout à l'heure, à toujours aller découvrir l'ailleurs. Suspendre les visas. Voilà. Même lorsqu'on parle moi, je serais pour... Je sais que c'est une naïveté sans nom de penser que cela peut arriver. Cela n'arrivera sans doute jamais. Mais je serais pour ça. Voilà. Parce que c'est un droit fondamental et que sans lui, peut-être que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait pas le même visage, tout simplement. Ou n'aurait pas les mêmes visages au sens vraiment de la diversité. Ensuite, maintenant, pour mon cas personnel, moi, je n'ai jamais eu, je l'ai dit tout à l'heure, peur d'aller rencontrer les autres. Ce qui fait que, pour une raison toute simple, lorsqu'on vient d'un pays colonisé, évidemment, la colonisation est absolument tragique. Mais je disais qu'avec le temps, il y a une chose qui fait que des hommes, globalement, ce qu'on appelait les hommes du Sud global, ceux qui, globalement, ont subi la colonisation européenne ou américaine, occidentale au sens très large. Je crois que quand on vient du Sud, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que où que vous alliez, vous n'êtes pas nécessairement perdu. Tout simplement parce que vous avez des éléments de votre propre culture qui est là et qui, même quand ils ont subi la colonisation, n'ont pas été nécessairement détruits.
par exemple, vous allez parler une langue qui est différente, même s'il y a plein d'autres mots qui viennent dans cette langue, qui l'enrichissent, qui se mélangent à elle, c'est votre langue. Lorsque tu te déplaces et que tu vas parler poulard en Suède, par exemple, les Suédois, par bonheur, ne vont pas entendre le poulard, ils ne vont pas comprendre le poulard. Ce qui est une richesse pour toi. Donc, mais dans le même temps, tu ne vas pas être perdu. Tu gardes ta culture, mais tu n'es pas perdu. Et lorsque tu te déplaces dans ces pays-là qui viennent du Nord global ou de l'Occident global, pardon de parler avec de grosses entités comme ça, mais disons que par rapport à la notion de Sud global, je pense qu'on me comprend un tout petit peu. On n'est pas perdu non plus. Parce que simplement, la colonisation a fait en sorte qu'il y a des éléments de cette culture-là, des langues, des codes, qui sont ceux qui ont été imposés, qui sont ceux de la domination, qui sont ceux d'une domination qui est toujours active d'ailleurs, mais qu'on a aussi. Et l'inverse n'est pas toujours vrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme du Sud global qui se déplace dans le Nord est moins perdu, moins troublé qu'un homme du Nord qui va vers le Sud. La grande différence peut-être, c'est que le gars qui va quitter le Nord pour aller dans le Sud n'en a pas grand-chose à faire d'être troublé ou non. Parce que simplement, il est de la domination. Voilà, il se dit, c'est ma culture qui domine. Mais attention parce que les choses peuvent se renverser petit à petit. Et dans le monde qui vient, je crois que plus on a assimilé de codes différents, plus on est capable de passer d'un monde à un autre, plus on est capable de faire de ces mondes différents un seul monde qu'on tient en nous, et plus on a de chance. Et je crois que moi, mais à travers moi, beaucoup d'autres personnes, je me sens très serein. Même dans un monde qui est de plus en plus dangereux, malgré la montée des nationalisme. Ça m'inquiète bien entendu, mais disons que quand je suis en face d'un xénophobe ou d'un nationaliste, je n'ai pas peur, tout simplement, parce que je sais d'où il vient, je sais quelle est son histoire, je sais quelle est mon histoire, et je sais à peu près répondre à son argumentation, qui, la plupart du temps, ne va pas très très loin. Voilà. C'est vrai. On peut revenir sur tu rejoins un peu Elgas sur cette théorie de cette part d'incolonisable qu'on retrouve peut-être chez les colonisés. Bon, là, on est allé un peu loin, mais on revient. C'est le but. On revient un peu toujours sur Djurbel, l'enfance, etc. Tu dis souvent que voilà, tu as baigné dans un environnement où il y avait des femmes autour qui t'ont transmis qui sont transmis en tout cas à travers les histoires, etc. Mais tu ne parles pas souvent de ton grand-père. Est-ce que tu l'as connu, première question, mais quel rapport aviez-vous? Parce que tu en parles pas souvent. J'ai connu mon grand-père maternel jusqu'à mes 10-11 ans. Je l'ai connu. C'était un homme d'une douceur très étonnante. Et je dis étonnante parce que dans l'environnement qui était le mien, l'environnement sérère, disons, les cultures, en tout cas dans ma culture sérère et matrilinéaire, mais les hommes ont une sorte de présence comme ça, très forte, ils parlent fort souvent, ils sont imposants, mais lui était très très doux, mon grand-père maternel, qui s'appelait Ngor. Très doux, très à l'écoute. Mais c'est vrai que j'ai passé plus de temps avec ma grand-mère. Mais le grand-père maternel, je l'ai connu, j'ai passé du temps avec lui. Celui que je n'ai pas connu, c'est celui dont je porte le nom, c'est-à-dire Mbougar, mon grand-père paternel. Voilà. Lui, je ne l'ai pas connu. Mais c'était tout ce que j'ai pu recueillir comme témoignages, informations sur son compte, dessine le portrait d'un homme assez extraordinaire aussi, prophète, plaisantin, grand buveur de substances, visionnaire, inventeur, résistant, guerrier, même pas agriculteur, berger, ce qui est très rare chez les Sérères. Plus un peuple d'agriculteurs. Mais plus un peuple de paysans, d'agriculteurs, mais lui était un des rares bergers. Donc, qui s'est aussi spécialisé dans les bêtes.
disons, une passion que mon père a gardée. Il s'est fait adopter par l'école, lui. C'est bon. Il a rejoint l'autre camp. Oui, c'est tout à fait possible. Malheureusement, de ce côté-là, on ne peut pas lutter. Mais non, c'est un individu, c'est un personnage, c'est un vrai personnage. Je crois qu'un jour, il faudra que j'écrive sur lui ou que j'en fasse quelque chose. Dans mon dernier roman, d'ailleurs, il y a quelques éléments que j'emprunte à sa légende, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment un être légendaire. On n'arrive pas à démêler le vrai du faux. J'ai entendu plusieurs choses, y compris des paroles qu'il aurait prononcées, qui se seraient vérifiées des décennies un peu plus tard, y compris des choses qui me concernent d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, pour ce grand-père. Donc j'ai eu 2 grands-pères très différents. J'en ai connu un qui était très discret, très doux. Et puis un autre qui était plus tonitruant, plus flamboyant, que je n'ai pas connu, mais dont la mémoire est un peu restée dans la légende du village et de la famille, quoi. On dit souvent qu'on hérite cette qualité de son homonyme. Je dis pas, interprétez comme vous voulez. Toutes les personnes qui nous regardent à venir consulter. Je fais de la prophétie aussi. Très possible. Bon, puisque voilà le temps, on est tenu par le temps. J'aurais aimé revenir sur un peu toujours ce cadre familial là, mais je me dis, tu en as parlé, tu as fait le tour. Je veux bien venir sur la case PMS, le Prétat militaire de Saint-Louis. Est-ce que tu as fait ton décrassage de ce matin? Non, mais écoutez, je vous demande de vous arrêter tout de suite. Ces choses-là sont... Ah non, j'ai abandonné le décrassage depuis très très longtemps. Mais pendant très longtemps, ça m'a suivi à ma sortie de l'école parce que c'était devenu une sorte d'habitude et que pendant très longtemps, je me réveillais à 6 heures le matin pour aller courir un peu, même si c'était 5-10 minutes. Je le faisais parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire et que la mémoire musculaire était encore là, tout simplement. Voilà, mais bon, ce n'est pas une chose que je regrette. Hein. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a toujours, on parle souvent de cet esprit de camaraderie que vous cultivez, en tout cas une fois là-bas. Il y avait je sais pas, probablement tu le connais, Maxime Omarovitch Paris, souvent, qui avait fait un trait et que j'avais lu, où il disait que c'est dans la souffrance que ce lien se crée. Est-ce que tu confirmes ces dires ou est-ce que c'est... Oui, vous savez, dans la prière de l'enfant de troupe, qui est une récitation que tous les élèves du Britannique connaissent dès qu'ils sont en classe de 6e, il y a une phrase qui dit « Je ne veux point de repos ni de récompense ». Donc, il y a tout de même l'idée très vite qu'il faut souffrir et qu'il faut souffrir ensemble. Autre phrase légendaire du Britannique que tous les enfants de troupe, anciens enfants de troupe reconnaîtront, quand nous sommes en train d'être manœuvrés, c'est-à-dire que nous sommes punis collectivement et qu'il y a une séance comme ça très dure d'exercice physique que les militaires appellent dans leur langage si cryptique les manœuvres. Quand vous êtes manœuvré à cause d'une faute individuelle, l'homme qui vous manœuvre un militaire, souvent un caporal méchant, répète cette phrase que je trouve absolument terrifiante, mais en même temps qui me fait beaucoup rire. Quand quelqu'un déconne, tout le monde paie. Voilà, ça veut dire vous êtes unis, c'est comme une sorte de bail solidaire. Vous rentrez ensemble et vous devez assumer de vivre tout ensemble, les moments d'extraordinaire extase, comme les moments de grande souffrance, comme les moments de découverte de soi, comme toutes les épreuves morales, vous les faites ensemble. Donc, il y a, et d'ailleurs, ce mot aussi revient dans notre fameuse récitation, le moule, le creuset. Il y a l'uniforme, il y a toute la vie militaire qui fait que c'est à la fois des individus qui sont là, mais c'est aussi un corps, une sorte d'organisme qui est là, qui fait que ça crée de la camaraderie, ça crée beaucoup de fraternité, ça crée des sentiments très très forts et qui vous lient à se poursuivre. Voilà, qui se poursuivent, en sorte que même quand vous ne vous voyez pas, mais bon, ça c'est le propre, j'imagine, de toutes les grandes amitiés, même quand vous ne vous voyez pas pendant des décennies, il suffit que vous vous retrouviez pour que 5 minutes plus tard, ce soit le chaos, mais le chaos joyeux de ceux qui ont tout vu
tout fait, tout subi ensemble. Donc ça a été un peu, oui, ça aussi, ça a été mon cas. Évidemment, le regard que j'ai maintenant sur le Prytanée commence... Avec le recul. Avec le recul, évidemment, tout ça reste. Je le reconnais volontiers, ça a été fondamental dans ma formation, mon parcours, mes choix, l'homme que je suis en train de devenir. Mais à un moment donné aussi, on se pose la question du sujet individuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un espace pour simplement se poser des questions existentielles qui nous sont propres, qui sont propres à notre vie, à notre style de vie, comme adolescent. Ça, je suis moins sûr. Donc, ça peut constituer une limite, ça peut constituer parfois un handicap après la sortie de l'école, puisque vous vous habituez à vivre en groupe. J'ai un surnom pour vous. Apparemment, vous êtes des handicapés émotionnels. Je sais pas d'où ça vient. Mais il y a cette réputation quand même. Il paraît, ce n'est pas toujours vérifié, mais je vois très bien ce qu'on veut dire par là. Il y a un réapprentissage qu'il faut faire de la vie civile. Et les gens étant différents, certains le font plus vite que d'autres. Parce que vous êtes formaté quand même. Vous y arrivez à l'âge, en étant très très jeune. À 12 ans. Finalement, tu passes 12 à 19 ans, l'adolescence, quoi. Voilà. De 11 à 18 ans, c'est un peu l'adolescence. Donc, quand on sort de là, ça dépend. Voilà. Parfois, à certains, il faut plus de temps pour réapprendre à vivre avec d'autres personnes. Et ça, oui, ça peut ressembler à une sorte d'handicap émotionnel, ou le fait ça peut ressembler parfois même à une sorte d'arrogance. On se dit, bon, vous vous prenez pour qui? Mais ce n'est pas de l'arrogance ni du mépris. Je pense simplement que c'est une difficulté réelle à retrouver une place à l'intérieur d'une société dans laquelle on a vécu, mais un peu en marge et toujours avec les mêmes personnes. Et d'un beau jour, vous vous séparez. Et donc, il faut réapprendre et ça prend plus de temps pour certains. J'avais une question sur ton record de prison de tôle, mais on en reparlera. on en reparlera. Mais je voulais bien, puisqu'on en parle du Prytanée militaire de Saint-Louis, je voulais bien avoir ton avis sur, disons, l'élitisme, mais niveau Sénégal, entre guillemets, parce qu'on voit, après le Prytanée qui date de l'époque coloniale, etc., on a eu une floraison d'écoles d'excellence. Quel est ton avis pour quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur de cela et avec le recul maintenant, après des années, 35 ans, présidentiable maintenant, selon la constitution sénégalaise. Oui. C'est pas demain la veille, mais oui. Mais voilà, avec cette vision, cette expérience-là, quelle est la lecture que tu en fais globalement? Alors, est-ce que ça vaut le coup? Non, je pense qu'il est... j'ai souvent entendu dire qu'il était important que dans un pays, il y ait des sortes de locomotives d'élite dans les écoles. Et qu'il y ait comme ça 3, 4, 5 écoles qui incarnent une sorte d'excellence. Je peux dire soit, à condition que à l'intérieur de ces écoles, il y ait tout de même une diversité sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élitisme ne doit pas être un élitisme social. Il doit vraiment être un élitisme pédagogique, une élite pédagogique qui doit être formée dans l'administration, dans l'armée, dans tout un ensemble d'autres métiers. Ça, pourquoi pas? Parce que je ne considère pas que ce qu'on appelle l'élitisme soit en soi une mauvaise chose. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Et quand on rentre un peu dans le détail, quand je repense au Prytanée, par exemple, je vois là une école d'élite par sa formation, mais à l'intérieur, il y a une diversité sociale qui fait qu'il n'y a pas une uniformité élitaire à l'intérieur. C'est que vous ne rencontrez pas au Prytanée uniquement des enfants de ministres, l'enfant du président, l'enfant du général, l'enfant du colonel, l'enfant du médecin, bien haut placé, etc., etc. Vous rencontrez vraiment des gens qui viennent de conditions sociales extraordinairement diverses. Et ça vient un peu, je pense, ébrécher le récit d'une école qui serait simplement une école d'entre-soi. Ce n'est pas du tout une école d'entre-soi. Je pense que c'est l'une des écoles les plus diversifiées socialement que j'ai eu à voir. Et ça, je trouve ça important. Que l'élitisme soit pédagogique et non pas social. Parce que ça, c'est dangereux. Ouais. Et de la même manière, il ne faudrait pas oublier, disons, le côté... parce qu'il y a une tendance
probablement de se concentrer beaucoup sur la création de ces écoles, et alors qu'à côté, parallèlement, parce que l'autre chose aussi à comprendre, c'est que ces concours-là, je vais faire mon Bourdieu, mais avec tous les déterminismes qui existent, etc., ceux qui y parviennent, ce n'est pas, il y a des échappées belles, hein, ça existe, des gens qui naturellement, voilà, qui ont alors que d'un autre côté, ceux qui s'y préparent, c'est pas tout le monde qui a ce capital culturel, etc. Et ça, pour moi, ce qui peut niveler ça, c'est l'école publique normale sénégalaise. Et au départ, c'est-à-dire avant de faire le concours, c'est-à-dire qu'avant 12 ans, qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'enfants possible, éligibles, qui puissent faire le concours, qui puissent se dire c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement aller là, mais se dire c'est une possibilité. Et en effet, là, il n'y a que la formation, et une formation publique de qualité qui puisse le permettre. À l'époque où j'ai fait le concours, je crois que cette formation de qualité-là existait encore plus ou moins. Des écoles publiques. Des écoles publiques. Okay. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que la qualité soit la même, tout simplement parce que je crois qu'il y a eu une floraison d'écoles, non seulement privées, mais d'écoles qu'on appelle d'excellence, qui très clairement émettent le message selon quoi il faudrait plutôt faire venir des gens qui ne seraient que d'une élite, et d'une élite économique et culturelle. Mais ça, tous les pays du monde sont confrontés à ce problème-là. Mais la réponse, toujours, est la même. Il faut donner économiquement, avant même culturel. C'est un mouvement qui va de pair. Mais disons que si une famille est économiquement sereine, forcément, elle pourra donner à ses enfants la possibilité de s'élever le plus haut possible. C'est ça, c'est un peu aussi la critique qu'on peut faire du concours général, etc. Parce que souvent, quand tu enlèves les écoles d'exception, les écoles qui ne sont pas lambda, statistiquement, ça ne reflète pas. Pourtant, bon, dans la communication, on peut dire que voilà, l'école publique sénégalaise, elle produit des résultats et tout, mais dans le fond, quand on décortique, c'est pas forcément le cas. Donc, ça me permet de revenir toujours dans ce cocon ça dépend, pour certains, peut-être c'était l'enfer, je sais pas, du PMS. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te lances, ou tu vis tes premiers jets dans l'écriture, notamment à travers le journal et tout ça? Oui, j'ai commencé à écrire là. Je ne dis pas que j'ai eu la révélation ou l'envie de devenir écrivain là, ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais disons que j'ai commencé à écrire à ce moment-là, et j'ai commencé à me rendre compte, parce qu'on me le disait et parce que je le voyais moi-même, que c'était une chose que j'aimais et que j'avais des aptitudes, des dispositions et une passion plus forte pour l'écriture, pour les lettres à ce moment-là, au Prytanée. Et très jeune, dès la classe de 6e, 5e, je sais que je vais plutôt aller vers une série littéraire. Je sais que je serai plutôt orienté vers ce qu'on appelle les humanités littéraires particulièrement. Je le sais, très vite. Et donc, je crois que très vite, je mets tout en place pour que cela se passe bien. Donc, j'écris dans le journal, je participe à des concours de nouvelles, je lis beaucoup, je me coule un peu dans un environnement dans lequel je sais que je suis à l'aise. Voilà. Et donc, pour moi, la tentation scientifique, comme série, disons, c'est évaporé très vite et évanoui très vite. Et je n'ai pas fait d'efforts pour tout le reste. Je le regrette d'ailleurs, mais j'aurais dû faire beaucoup plus d'efforts pour d'autres disciplines. Mais bon, très vite, je tourne autour je fais tourner ma vie mentale, intellectuelle autour de la littérature au sens large. C'est un peu tes premiers jets aussi dans l'écriture, etc. Et après le bac, tu es une star à 2 reprises, parce que tu as été meilleure élève du Sénégal au concours général 2009. Tu bénéficies d'une bourse pour venir en prépa.
Moi, je voudrais bien... Je t'ai jamais entendu parler de ton expérience en prépa, en Hippocagne. C'était quoi? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, j'ai pas tenu. J'ai tenu 1 an après je suis parti. Mais j'aimerais bien avoir ton... Moi, mon expérience en prépa est très positive. Je sais que ce n'est pas toujours le cas quand on passe en prépa. Mais moi, ça a été très positif. Je suis allé dans une petite prépa à Compiègne, ce qu'on appelle les prépas de province pour les différencier des prépas parisiennes, qui était très modeste, qui avait un statut plutôt familial, assez chaleureux comme environnement. Et donc, moi, je me suis très vite bien senti là, et j'avais une sorte d'appétit, je disais, de découverte, de lecture, qui est finalement tout ce qu'on demande en prépa aussi. L'appétit de découverte, de lecture, et puis une capacité de travail assez intense aussi. Et tout cela, je pense que j'avais commencé à le mettre en place. À partir du moment où le cœur du travail en prépa, c'est la lecture, c'est une chose qui était déjà là. Donc, je me suis assez rapidement adapté. Je ne nie pas que ça a été rude les premiers mois, mais pour d'autres éléments qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement même et la classe même. À tel point que je suis resté 3 ans en prépa littéraire, donc qui est cubé, comme on dit dans le jargon. Et ça a vraiment été 3 années extrêmement intenses, surtout dans les lectures que j'ai eues. Un certain nombre de références que je peux avoir aujourd'hui datent de cette époque-là, sont des références qu'on m'a données en cours, bien sûr, parce que j'avais d'excellents professeurs, mais sont des références aussi que je suis allé chercher, un peu par capillarité, parce que c'est ça aussi la lecture. Vous lisez un livre et à l'intérieur de ce livre, soudain, il y a un autre nom, un autre livre qui apparaît et vous allez le voir. Et ainsi, la bibliothèque qui est extensible et infinie se met en place. Et la prépa, ça a été ça d'abord pour moi, avant même que d'être maintenant un endroit où on prépare le concours. Ça a été d'abord un endroit où on prépare un individu qui s'est engagé dans la voie des humanités. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience en prépa. Tu es l'une des rares personnes que je croise et qui me dit ça. Peut-être que c'est parce que, comme tu le dis, tu étais dans ta place et que tu avais déjà des prérequis, tu avais mis en place quelque chose et ça allait en droite ligne avec ça. Et moi, je me souviens, on nous avait donné une valise de livres, parce que la prof, je m'en souviendrai toujours, elle nous a dit, ramenez une petite valise. Moi, je me disais, c'est un peu exagéré, j'ai juste ramené mon cabal, je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'il fallait en ramener. Il fallait une valise. Et ça laisse des traces, parce que c'est là où j'ai eu un peu un rapport avec la lecture, quand même plus ou moins sérieuse, parce qu'avant, c'était juste des œuvres au programme. Sinon, au-delà, c'est comme on dit, des souldanan et tout, niveau notes, etc. Et franchement, moi, je me sentais pas à ma place, très personnellement. Et après, au bout d'un an, j'ai quitté. Mais c'est une belle expérience, quand même, je trouve. Et là, tu dis que tu es dans cet environnement qui te permet de lire, de beaucoup lire, et en même temps, tu prépares tes concours. Une fois que ce chapitre fermé, tu t'intéresses un peu au monde de la recherche dans le cadre des masters et doctorats, etc. Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça, et pourquoi à un moment donné tu as abandonné pour te consacrer à l'écriture exclusivement? Alors, après 3 ans de prépa tout de même, j'ai envie de découvrir autre chose. Parce que, quoi qu'on dise, la prépa est aussi une forme de formatage dans la méthode de travail. Pour toutes les disciplines, c'est à peu près la même méthode qu'on utilise. Et à un moment, j'avais envie de me confronter à la recherche. C'est que je sors de 3 ans où j'ai beaucoup reçu. Et je vais à un moment où je veux plus d'inconnu, où je dois être beaucoup plus proactif, comme on dit, et aller chercher mes propres informations, construire ma propre réflexion à partir d'un sujet que j'ai moi-même défini, et pas simplement traiter des sujets qui sont des sujets de dissertation globalement. Donc même dans la méthode de travail, je voulais changer. Il y a l'école des hautes études qui est une école que je découvre, qui m'intéresse, et je m'inscris là, j'envoie un dossier, puisque je veux travailler à l'époque, je ne sais pas trop, mais la figure de Senghor m'intéresse, et je fais un dossier pour commencer à travailler sur Senghor.
Et je le fais pendant 2 ans, très formateur aussi, différent de la prépa, mais en même temps, beaucoup de liberté m'était laissée pour aller dans toutes les directions que je voulais. Et l'école des hautes études en sciences sociales a tellement de séminaires, tellement d'endroits où on peut aller écouter des gens passionnants que c'est aussi 2 années où je m'éclate. En plus, ce sont les 2 années où j'arrive à Paris. Donc, c'est un peu le provincial qui arrive à Paris, qui découvre Paris, la vie parisienne. Et donc là, c'est 2 années aussi de grande effervescence où je tente de faire de la recherche, où je fais un travail sur Senghor, où je commence une thèse plutôt sur autre chose, pas sur Senghor. Mais à ce moment-là, je commence à douter. Tout simplement parce que j'ai publié relativement tôt mon premier roman. Tu avais déjà publié Terre Sainte. J'avais déjà publié Terre Sainte. 2014, c'est ça? 2014. Et je me dis, est-ce que je vais continuer à écrire de la fiction? Et je sens que ça monte. Voilà. C'est vraiment comme cette image-là du bouillonnement. Je sens que la littérature monte, mais dans son versant de création, dans le roman. Et de l'autre côté, je continue quand même ma thèse parce que c'est aussi une bouée. Je ne peux pas comme ça me dire, je me lance dans l'écriture. Voilà, pari risqué. Pari risqué. Donc, j'hésite, je balance un peu, je tiens les deux en même temps. Et puis, il y a un moment tout de même où je me décide à lâcher la recherche. Parce que simplement, je crois que je n'étais pas tout à fait fait pour ça. Tu es plus côté fiction que sur le terrain ou la réalité. Je pense, vraiment. Je n'étais pas un excellent chercheur, je crois. Parce que même dans les travaux de recherche que je faisais, même dans les articles que j'écrivais, il y avait toujours une dimension... romanesque. Romanesque, presque, une dimension romanesque dans l'écriture même, et puis même dans l'approche des faits, l'approche des choses. Il suffisait que je veuille raconter, par exemple, pas une rencontre qui a eu lieu, ou que je veuille, par exemple, raconter les débats théoriques qu'il y a eu dans la France littéraire des années 60-70, le moment, disons, structuraliste. Pour moi, ce n'était pas simplement des faits qu'il fallait mettre, des théories qu'il fallait étudier et confronter. Je dramatisais la chose. Mais c'était comme si Roland Barthes et Foucault étaient des personnages, comme si Derrida et Althusser étaient des personnages, comme si finalement toutes ces figures-là étaient des personnages de romans et ne faisaient pas simplement profession de théorie et d'enseignement, mais étaient vraiment des sortes comme ça de figures un peu romanesques. Et ça, je voyais très bien que c'était en train de m'entraîner et que globalement, j'étais en train de devenir petit à petit plus un romancier qu'un chercheur, un bon chercheur, disons. Et c'est pour cette raison-là qu'en 2018, non, même un peu plus tard, parce que j'avais publié même mon 3e roman, De Purs Hommes, mais c'est vers 2019-2020, avec la pandémie, c'était un ensemble qui m'a fait lâcher. Je me suis dit, bon, là, le ciel semble m'envoyer des signaux. Mais tu avais avancé quand même. J'avais bien avancé parce que j'avais déjà fait 4 ans. 4 ans de thèse que j'ai dû abandonner. À la fois, ça m'a soulagé parce que je me suis dit, bon, tu as fait un choix. Maintenant, il faut l'assumer jusqu'au bout. Tu vas faire des romans. Tu verras où est-ce que ça te mène. Ça t'a réussi. Hein. Mais dans le même temps, oui, je pense qu'avec le temps, mais il y a toujours une petite pointe. Quand on commence un travail qu'on ne finit pas terminé. Voilà. Là, ça me reste parfois. Parfois, j'y pense. Et c'est d'ailleurs très drôle, puisqu'à chaque fois que je repose un pied à l'université, ce matin, j'étais à la soutenance de thèse d'une amie avec qui j'ai commencé la thèse à l'école des hautes études, qui a soutenu seulement aujourd'hui. Donc, quasiment 10 ans après. Et quand je l'ai vue soutenir, j'étais très heureux pour elle, mais j'ai aussi eu un petit pincement en me disant, bon, voilà, tu aurais peut-être pu à ce moment-là, toi aussi, soutenir. Mais bon, c'est une sorte de marque comme ça qui restera, qui à la fois me donne raison et me donne tort. Voilà. Je vois. Et rien ne se perd parce qu'à chaque fois, il y a toujours cette marque qui te suit. C'est comme Elgas, quand on le lit, on sent le sociologue ou celui qui est passionné par ça. Lui a soutenu. On sent. Ce que je dis par là, c'est que ça nous lâche pas. Toi, autant la fiction, ce qu'elle est en toi, et tu as des gens, comme je disais, Bamba, tu sens le poète à chaque fois, donc ça reste. Et c'est parce que en parallèle, déjà, tu avais déjà publié, tu as un peu, disons, comment ça s'appelle,
entraîné ta plume, entre guillemets, dans ton fameux blog que je voudrais bien retrouver, Choses revues, parce qu'apparemment, il y a des choses à voir là-bas. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ainsi petit à petit, la carrière d'écrivain est arrivée. Elle s'est installée. À quel moment tu t'es dit Pas par vocation, encore une fois, parce que ça ne s'est pas passé sous le mode de la révélation. Okay. Il n'y a pas eu d'illumination, de message vertical, tu es écrivain. C'est pas ça. Ça s'est fait petit à petit, et petit à petit, j'ai presque procédé par élimination pour ne garder que l'endroit où j'étais à la fois, où je me sentais le plus aligné, le plus heureux, et le plus proche finalement des questions qui étaient les miennes. Finalement, questions auxquelles seule la fiction me semblait pouvoir apporter non pas des réponses, mais des tentatives, des possibilités de réponses. Et ça, c'est la littérature. Et s'il faut vraiment donner un moment où je me suis décidé, c'est vers 2019-2020. C'est-à-dire que c'est vraiment... Après De Purs Hommes. Après De Purs Hommes, après avoir traversé toute forme d'aventure avec mes romans, c'est-à-dire à la fois les prix, la reconnaissance, l'acclamation, tout ce qu'on veut, les éloges, et en même temps des critiques, des polémiques. J'ai traversé tout un ensemble de... Et tout cela, je pense, m'a donné la certitude que c'était ce que je voulais faire. Parce que j'ai mûri aussi comme individu là. Et je me suis dit, que c'était ce que je devais faire, ce que je voulais faire, et que si j'avais un certain... quelques talents à exercer contre quelque chose, ça devait être contre la littérature. Voilà. Et il n'y a pas une si grande déconnexion, je trouve, en tout cas, souvent entre... Enfin, je trouve pas que ce soit si opposable que ça entre la fiction et la réalité, parce qu'on peut s'en servir de la fiction pour décrire quelque part une réalité, comme tu le fais. Je trouve que sur tous tes romans, que ce soit là, à part le dernier où on voit vraiment qu'il s'agit probablement d'une quête littéraire, les trois premiers, ils traversent des questions sociales, disons. C'est le terrorisme, c'est l'homophobie, etc. Sociologie. Et tu dis quelque part que il faut avoir l'ambition de faire trembler l'âme aussi en écrivant. Est-ce que forcément un écrivain doit être quelqu'un qui, je dirais pas s'engage parce que c'est connoté, mais qui quand même puise les choses de faits réels, ou qui interroge quelque part cette société dans laquelle nous vivons? De toute façon, je crois qu'il n'a pas le choix. Tout écrivain, quel que soit ce qu'il écrit, que ce soit de la science-fiction, que ce soit des fables, que ce soit de la poésie, est en train d'interroger sa société. Ne serait-ce que par les images qu'il lui oppose, ne serait-ce que par les intrigues et les personnages qu'il lui donne, même si ces personnages sont métaphoriques, même si ce sont des animaux, ce sera toujours social, ce sera toujours même sociétal d'une certaine façon, puisqu'on ne sort jamais de notre condition. On écrit de soi. On est là, c'est ce qu'on écrit, c'est ce que nous vivons ou ce qui nous traverse comme être social. Et ça, comme écrivain, on ne peut pas le mettre de côté. Je ne vois aucun livre qui ne soit en même temps, quel que soit le genre d'ailleurs, qui ne soit en même temps un livre qui interroge sa société, ou une société, ou qui dit quelque chose d'une société donnée. Donc l'écrivain n'a pas le choix. Alors évidemment, il peut redoubler ce non-choix-là d'un choix qui prendrait la forme d'un engagement plus fort, une posture éthique ou politique plus marquée. Bien sûr, cela existe. Mais la littérature, et ça a toujours été vraiment une prise de position très forte, la littérature est toujours sociale. Qu'on le veuille ou non, elle s'insère dans la chaîne des significations et des fonctions sociales, elle s'insère quelque part. Elle a toujours quelque chose à dire d'une société donnée, et ça, cela concerne tous les livres, même si l'auteur ensuite va dire « Non, moi, je ne suis pas engagé, je n'ai rien à voir avec un discours social, etc. » Ça ne dépend pas toujours de lui, parce qu'il utilise un certain langage, il met en scène une certaine intrigue, il utilise certaines métaphores,
il a certains questionnements qui ne résonnent et ne font sens que quand ils sont pris en charge par une société. Et est-ce que tu penses que le fait d'aborder ces questions sociales s'accompagne forcément d'une quête littéraire pour qu'on se dise, voilà un roman qui est écrit par... Moi, c'est ce que je pense. Alors, je sais évidemment que tout le monde ne le pense pas, que souvent le thème ou le sujet l'emporte sur le style ou la forme, mais il ne faut jamais oublier que la littérature est d'abord un art, qu'écrire un roman est un art, c'est une esthétique aussi. Peut-être pas d'abord, mais aussi, et que en ce sens-là, il faut qu'il y ait la recherche d'une forme, et cette forme prend nécessairement elle prend l'aspect d'une quête, tout simplement. C'est la quête du langage adéquat pour exprimer l'histoire que l'on porte en soi. Et ça, c'est d'abord une réflexion sur la forme. Et je crois que tout écrivain qui ne ferait pas attention à la forme et qui confierait le sens de son travail au seul contenu risque à un moment donné de voir son œuvre être débordée. Parce que les contenus se renouvellent, arrivent tout le temps, etc. Mais ce qui va marquer une permanence, c'est la forme, toujours. Donc l'idéal, c'est la rencontre d'une forme singulière avec un contenu singulier, mais privilégier le seul contenu, privilégier le seul sujet, comme je le vois trop souvent, et comme je le vois trop souvent dans la manière de lire de nos compatriotes sénégalais, c'est oublier que l'écriture est d'abord un travail précis de recherche, de langage, de style et de forme. Et ça, il faut toujours le rappeler. Ce n'est pas le sujet qui fait une œuvre. Pas du tout. Sinon, autant aller faire une thèse, quoi. Sinon, autant aller faire une thèse. Si vous faites un roman ou de la poésie, je suppose que vous devez avoir un certain souci de la forme. Okay. Bon, on est toujours tenu par le temps. Je voudrais bien qu'on parle du chapitre Goncourt, même si je sais que ça fait 4 ans que je pense que tu... Chapitre Goncourt en 2 étapes. La première étape, c'est là, actuellement, au sortir de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je décris en 2 phases. La première phase que nous connaissons tous avec la portée symbolique que ça a eu, le fait que tu sois le premier subsaharien à l'avoir, 100 ans après René Maran, il me semble. Et le fait que aussi, un autre symbole qu'on oublie, c'est que tu remets en scène un auteur, dont Yambo Ouellegem, qui a failli tomber dans l'oubli, je dirais, quelque part. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a un pont. En tout cas, deux auteurs qui sont présents dans tout le roman La plus secrète mémoire des hommes, c'est Bolaño le Chilien et Yambo. Du coup, cette première phase, quand tu as reçu le prix et que toi qui t'es lié, entre guillemets, d'intimité dans la solitude de tes lectures de ces 2 auteurs-là, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti? Et comment tu as vécu ce moment-là? Et après, on viendra à la deuxième phase. Bien sûr. Alors, c'était un moment vraiment très... c'est un mélange d'émotions. Parce qu'on pourrait croire que c'est la joie qui domine. Bien sûr, la joie est là, parce que c'est tout de même, quoi qu'on dise, et quel que soit le regard qu'on a sur les récompenses institutionnelles, on ne peut pas nier que c'est une récompense importante sur le plan littéraire. C'est le plus grand prix littéraire français, oui. L'un des plus grands au monde. Oui. Peut-être juste qu'il y a juste le Nobel au-dessus, ou peut-être quelques autres prix de l'espace anglo-saxon, ça se débat. Mais disons que c'est vraiment un très grand prix. Donc forcément, on est heureux de l'avoir. Parce qu'on réalise aussi... On se souvient du parcours qu'on a eu, on se rappelle d'où l'on vient, on repense à nos formateurs, on repense à certaines étapes qui ont été importantes dans ce parcours-là pour en arriver à l'écriture d'un livre qui reçoit un prix qui est important et qui ensuite est un prix collectif. Parce que moi, j'ai toujours aussi salué le fait d'être accompagné par toutes les personnes dont je parle, donc la famille, les amis, les professeurs, etc.,
mais aussi mes éditeurs. Donc, il y a une sorte d'aventure collective aussi. Et le prix est prestigieux par son palmarès aussi. C'est que, bon, globalement, même si je ne fous plus rien pendant des décennies et des décennies, tu n'oses pas. Quoi qu'on dise, mon nom sera toujours attaché à ce prix-là. Bon. Donc, grande joie, mais en même temps, de façon tout à fait inexplicable, quelque chose de plus, d'un peu plus retenu, d'un peu plus pudique, d'un peu plus... J'hésite à dire triste parce que ça pourrait être indécent, mais il y a le sentiment aussi que on est en train de basculer. Moi, j'ai ma théorie quelque part qui justifierait ça. Vas-y. C'est que je trouve que tu as beaucoup réfléchi sur la condition de l'écrivain, notamment dans le roman, et aussi de tout ce qui entoure les prix, la gloire, etc. Et avec l'histoire qu'on connaît, que c'est pour ça que tu étais prêt, parce que tu as réfléchi un peu et que tu avais, disons, ce recul-là et tu avais un peu ce... J'ai envie de dire. Disons que je voyais aussi, je pense, les dangers. En tout cas, les limites qu'un tel prix pouvait avoir. Et elles sont les limites de plusieurs ordres, bien sûr. Littéraire propre, parce que ça peut et c'est arrivé dans l'histoire, des gens qui après un prix pareil ne veulent plus ou ne peuvent plus ou ne savent plus ou mettent beaucoup de temps avant de se remettre à écrire. Est-ce que c'est ton cas? Parce que ça peut être lourd, parce que ça peut être... Moi, ça fait juste 4 ans. Donc, tu as du temps. Pour l'instant, je ne vais pas... Mais est-ce que tu écris quelque chose là? Bon, ça... C'est une exclusivité que je demande là. C'est l'exclu que tu demandes. On reviendra là-dessus. mais disons qu'il y a je vois très bien ce que ça peut... Je voyais très bien ce que ça pouvait créer. Personnellement, littérairement, mais aussi globalement, socialement, et puis dans la perception que ça déclenche symboliquement, comment les gens te regardent selon l'endroit où tu es, comment les tiens te regardent, ta communauté, disons, tes origines, les gens, comment ça crée des choses. Donc, j'ai réfléchi à toutes ces choses-là. Ce qui fait que sur le moment, je suis à la fois très heureux, mais il y a une sorte de tenue que j'essaie de garder sur le moment, et presque j'ai souvent employé le mot de mélancolie, mais je pense que c'est celui-là. C'est que je me dis, bon, c'est merveilleux ce qui arrive à ce livre, mais attention, quoi. Fais attention, voilà. Donc, c'est un sentiment mêlé. Mais aujourd'hui, 4 ans après, je pense que c'est tout de même la joie qui l'a emporté. Heureusement que la joie l'a emporté. Et pas que, peut-être que le sérère s'est embourgeoisé, on ne sait jamais. Ah, écoutez, ça, on va... mais j'en profite, je pose la question, je l'avais réservée pour après. Est-ce que tu te considères comme un transclasse? C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu te plonges dans tes souvenirs des rues de Diourbel ou des villages du Sine où tu as vécu le Prytanée militaire, etc., jusqu'à arriver à être quand même prix Goncourt, qui n'est pas n'importe lequel, est-ce que pour toi, tu es quelqu'un qu'on pourrait appeler un transclasse? Ça dépend de ce qu'on appelle là un transclasse. Est-ce que j'ai changé de classe économique? C'est-à-dire, si la classe là est définie par l'économie simplement, oui. Okay. Très clairement, par l'économie et par la finance, on va dire ça, oui. Je t'envoie mon RIB, tu me fais un virement. Oui, envoie ton RIB, moi je t'envoie ce que tu veux. Voilà, envoyez toujours. Mais si là on parle de capital culturel, je ne pense pas. Tout simplement parce que ce que j'ai eu comme capital culturel, c'est construit avec le temps. Et que très jeune, j'avais un capital culturel que je trouvais déjà très riche, qui n'était pas lié nécessairement au livre. Ouais. C'est-à-dire que par quoi on a commencé, la culture, les contes, le travail oral, les sagesses, le ndout chez les serreurs, tout ça c'est mon capital culturel. Centre urbain, village, voilà. tout ça. Tout ça constitue un capital culturel. Et je ne pense pas, parce que j'ai eu le Goncourt, avoir eu un capital culturel supérieur. Le réseau, tu comptes réseau, je veux dire, rencontrer des gens, tout ça, tu comptes ça dans le capital culturel ou pas? Ça arrive, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qu'évidemment je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas eu le Goncourt. Mais disons que ça, c'est plus de la mondanité, sans valeur péjorative. Mais disons que tu rencontres des gens du monde et d'un monde qui n'est peut-être pas le tien à l'origine.
que tu n'aurais pas rencontré si tu n'avais pas eu le prix. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas senti, parce que c'est un sentiment qui est souvent présent chez les transclasses ou les transfuges de classe, le sentiment de trahison. C'est que je n'ai pas l'impression, moi, d'avoir dû trahir une culture première d'origine de laquelle je me serais évadé. Et je n'ai pas non plus cherché, ce qui est un schéma que je vois souvent chez les transfuges de classe, je n'ai pas cherché à dire je veux sortir de cette classe-là. Je n'ai pas eu cette... Ça, c'est un sentiment qui m'est très étranger. C'est venu à toi. C'est venu à moi. Donc, par certains aspects, oui, j'ai changé de classe. Par d'autres, je suis resté exactement, je crois, le même dans mes habitudes, mes fréquentations. Alors, évidemment, je ne peux pas nier que parfois, le changement économique inclut un changement d'habitus. Pour reprendre des trucs de Bourdieu, voilà. Ouais. Et ok, donc je vois. Et moi, je me dis ça le fait. C'est parce que aussi il y a cet ancrage-là que tu as eu durant ton enfance qui fait que tu restes quand même. Peut-être l'ancrage, et puis la formation, et puis les parents, et puis voilà, tout un ensemble d'éléments, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, l'autre phase de ce prix-là, qui a eu un retentissement au Sénégal, c'était l'histoire où les gens sont allés jusqu'à retirer les félicitations et tout. Comment tu as vécu, comment tu as traversé, parce que quand même c'est les tiens, ces gens-là, c'est une partie de toi, de ta communauté. Oui. Comment on ressent ce genre de choses? Et surtout, quelle lecture tu en fais 4 ans après? Alors, je sais que ça a tenu en haleine comme ça pendant quelques jours un certain milieu au Sénégal, en tout cas, ou peut-être même tout le Sénégal pendant un jour ou quelques heures, disons. J'ai d'abord été très intéressé par ce qui se passait. Parce que quand un écrivain traverse une polémique à partir d'un livre qu'il a écrit, et que toutes les réactions sont des indications sur son travail comme écrivain, sur sa fonction comme écrivain, ça le renseigne en réalité sur l'endroit où ça gratte dans sa société, où il y a des points aveugles dans sa société, et il peut se dire, c'est à cet endroit-là que je dois être, que je veux être. Donc, de ce point de vue-là, j'ai regardé d'abord la chose de façon très littéraire, c'est-à-dire assez détaché, assez ironique, en regardant un peu ce que ça me donnait comme renseignement sur mon travail d'écrivain. Évidemment, ça n'en est pas resté là. Ça a un peu dérivé puisque c'est allé à des considérations maintenant plus personnelles. C'est-à-dire que ce n'était plus simplement les livres, l'œuvre qui était critiquée, parce que ça, je n'ai aucun problème pour ça. Qu'on critique mes livres, qu'on dise que le livre est mauvais, mal écrit, qu'il est immoral, etc. Ça, c'est des considérations sur le livre. Même si on ne le lit pas, je les accepte. Mais quand on commence à maintenant s'attaquer à l'homme, à lui inventer des choses, j'ai beau savoir que ce n'est pas vrai, j'ai beau avoir lu des choses qui m'ont fait franchement mourir de rire sur ma biographie, j'ai beau savoir que cela vient simplement d'une surenchère de l'instant et qu'il y a une machine médiatique qui est toujours en quête d'un buzz, qui s'empare du fait d'actualités marquantes pour en faire un usage politique ou démagogique. J'ai beau savoir tout cela, cela touche tout de même parce que cela touche les proches. Ah oui, c'est que je vis les choses un peu par procuration. S'il ne s'était agi que de moi, j'aurais traversé la chose comme je l'ai traversée au départ, avec une sorte de beaucoup de tranquillité, beaucoup d'ironie et beaucoup de curiosité pour ce qui se passait, parce que ce qui se passait nourrissait ma réflexion littéraire. Mais à partir du moment où ça commence à toucher les proches, que tu entends des choses sur tes parents, que tu entends des gens qui sur des plateaux disent des choses qui touchent à ta famille, à ton éducation, à ton parcours, qu'on raconte des choses, qu'on invente des choses, que des gens qui ne t'ont jamais connu se mettent à dire des choses. Plateau de télé, hein. Voilà. Là, tu te dis, bon, là, ça commence à devenir un peu grave tout de même, parce qu'on tombe dans la diffamation. Et là, j'ai été triste un petit moment. Quand je dis un petit moment, c'est vraiment un court moment, parce que très vite aussi, les amis, la famille, les gens ont insisté sur le fait que il ne fallait pas que dans un moment de joie qui était apporté par le prix et de fierté qu'ils ressentaient, que je me laisse entraîner dans la spirale négative
de la colère ou du conflit. Et ça, sont des paroles que j'ai entendues de ma famille, d'amis, et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis revenu ensuite à des considérations plus littéraires. 4 ans plus tard, je regarde la chose et je me dis que si on revoit des vidéos de personnes qui aujourd'hui sont d'ailleurs assez haut placées et qu'on revoit ce qu'elles disaient à l'époque avec l'aplomb que ces personnes utilisaient, ce serait triste pour ces personnes-là en réalité. Ça l'était déjà pour elles à l'époque, mais aujourd'hui encore plus parce que tous les griefs que j'ai pu entendre ont été d'une certaine manière... c'est pour ça que le temps est cruel et assassin, balayé par l'existence du livre. C'est que petit à petit, le livre s'est imposé simplement comme livre pour sa valeur littéraire, parce qu'il a été reconnu d'abord en France. Mais même là, on pouvait dire, ouais, mais c'est la France, c'est encore le traître, l'aliéné, le nègre de maison, tout ce qu'on entend, que j'ai pu entendre. Mais il a aussi été reconnu ailleurs. Et pas simplement dans des pays européens, européocentrés, mais aussi dans des pays comme le Brésil, où il a eu une résonance assez extraordinaire. Et tout ça a fini par me consoler de tout ce qu'il y a pu y avoir à cette époque-là. Et ça a raffermi ma foi dans le fait qu'un écrivain devait toujours être fidèle et loyal envers sa conscience, sa liberté, envers le langage et envers la vérité qu'il porte. Non pas la vérité dans l'absolu, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer aux gens la vérité qu'on ne connaît pas, mais sa vérité telle qu'elle nous apparaît dans le roman. Et ça a vraiment raffermi ma foi dans cela. Et ça a redoublé un peu mon envie d'être en dialogue avec la société sénégalaise. Pas simplement, pas en accord, pas toujours en accord, en dialogue. Ce qui inclut parfois de l'écart, ce qui inclut parfois du conflit, du malentendu. Mais c'est ça la littérature. Quand on s'engage là-dedans, on se dit c'est ça la littérature. Ça fait partie de l'affaire et il faut petit à petit avoir les épaules pour l'affronter, tout simplement. Oui, tu le dis, tu as continué ce dialogue-là parce qu'on t'a vu être signataire de pas mal de tribunes durant, bien après cet épisode, mais durant la traversée politique sénégalaise, et tu as été assez impliqué là-dessus. Je dis par là, ça ne t'a pas découragé, entre guillemets, ou en tout cas, tu as su passer outre. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que, par exemple, pendant les événements politiques qu'on a connus en 2024, j'ai signé en effet une pétition d'ailleurs, une tribune avec deux autres, avec Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop, qui était une tribune qui était assez critique du gouvernement du président Sall. Et à ce moment-là, j'ai vu dans l'opinion mon image changer. Parce que globalement, plein de gens qui considéraient que j'étais un peu une sorte de suppôt de la France se sont dit, en fait, il défend le peuple d'une certaine manière. Et donc, sont devenus plus amicaux. Mais je ne suis pas dupe. Je sais très bien, là encore, que c'est un usage politique de la parole qui est faite. Et je sais très bien que dans l'avenir, si j'émets une autre critique envers, par exemple, le gouvernement actuel, les mêmes vont revenir. Et d'ailleurs, peut-être que certains n'attendent que ça pour dire, en fait, non, il s'était glissé dans le truc comme ça, mais en réalité, son vrai visage, c'est celui-là. Tout ça pour dire que il faut simplement avoir conscience que la situation politique détermine beaucoup la perception qu'on a de moi, de soi, comme écrivain. Et que dans tous ces changements de régime, de ton, d'alliance, etc., la seule boussole doit être simplement la vérité qu'on pense. Ce qu'on pense être juste, ce qu'on pense être sa vérité. Non pas la vérité, mais sa vérité. Et surtout, ne pas parler tout le temps. Parler quand on estime devoir le faire, avec les mots qu'on choisit, dans les circonstances qu'on veut, mais ne pas parler tout le temps, ne pas répondre à la demande d'être tout le temps engagé, de parler tout le temps, de prendre position tout le temps, mais mûrir ce qu'on a à dire, le dire de façon forte, et ensuite repartir dans sa solitude.
Ouais, il y a quelqu'un qui a un peu vécu ça, c'est Bachir Diagne durant les élections. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de le recevoir ici pour en parler. Oui, j'ai une question où je vais essayer je fais confiance à ta mémoire, Mbougar. J'ai une question où je vais mixer beaucoup de choses. Tu parles de tout au long de la plus secrète mémoire des hommes, il y a cette question de la condition de l'écrivain africain, etc., qui revient. Et il y a aussi cette critique ou en tout cas le fait de cantonner les écrivains africains dans une case où il y a une certaine exotisation quelque part de ces écrivains-là. Moi, je voudrais bien t'entendre là-dessus. C'est à quelle littérature tu n'appartiens pas quelque part? Comment tu définis ta filiation avec une certaine génération? Et derrière, la question, j'enchaîne, je pense qu'il n'a rien à voir, mais voilà, le temps. Par rapport à penser l'Afrique hors de l'Afrique, on avait eu un peu cette discussion auparavant, c'est non seulement de langue à langue, donc toi qui es Sérère, Wolof, donc métissé naturellement, mais aussi du point de vue géographique, en étant en France et en écrivant sur l'Afrique et en étant publié dans ces zones-là. Si tu peux y répondre rapidement sur ces deux questions. Alors, très rapidement, il n'y a aucune littérature à laquelle je me sente étranger. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux trouver une filiation qui passe par toutes les littératures du monde, qui passe par les aires culturelles, par les langues, par les époques aussi. Donc, si je devais retracer ma généalogie, ce serait une généalogie assez oblique, assez brisée, qui passerait par beaucoup d'endroits. Mais c'est aussi ça que j'aime, parce que je pense que la littérature, c'est vraiment l'ultime lieu des conversations, et des conversations culturelles autour de la même grande question: qu'est-ce qu'être un être humain? C'est une question toute simple, mais qu'est-ce qu'être un être humain et comment être un être humain dans différentes situations? C'est la question globalement que toutes les littératures du monde posent et à laquelle tous les écrivains tentent de répondre. Ce qui fait que je trouve des réponses aussi bien chez un Chilien que chez un Japonais, que chez bien sûr un Sénégalais ou un Congolais, etc. Et ma bibliothèque reflète ça. Il n'y a aucune littérature à laquelle je me sente étranger. Cependant, je dis que je suis un écrivain africain, sénégalais, d'expression française pour l'instant. Africain parce que c'est le continent qui m'a vu naître et que globalement, c'est une culture négro-africaine, comme on ne dit plus, que j'ai reçue. Sénégalais parce que c'est le pays où je suis né, c'est ma nationalité. Et même si on peut considérer que ça vient d'un legs colonial, c'est tout de même la nationalité, la communauté. Sur mon passeport, c'est ça. Et puis d'expression française parce que tout simplement, c'est la langue que j'utilise pour écrire. Mais aucune de ces épithètes, africain, sénégalais et puis le français, n'est une prison pour moi, tout simplement. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit d'abord des points d'appui pour m'élancer dans un dialogue avec tout le reste. Évidemment, je n'ignore pas qu'en étant un écrivain africain avec un certain nombre de marqueurs publiés en France et dont l'œuvre circule beaucoup plus en Occident, il y a un regard qui est jeté sur moi, qui peut être un regard réducteur, un regard d'assignation, un regard d'attente. Et j'essaie de déjouer toujours ces attentes-là, d'abord par mes livres même, surtout La plus secrète mémoire des hommes, parce que toutes ces questions-là sont le cœur même du roman, mais j'essaie aussi de les déjouer par mon discours. C'est-à-dire que là où je sens qu'on attendrait un certain écrivain africain avec une exotisation, je serais absolument terrible. Parce que je ferai tout l'inverse de l'attente. Et j'ai pour cela une arme qui m'est vraiment spécifique. Je ne dis pas que tout le monde doit l'utiliser, mais globalement, quand je parle de questions identitaires, je suis assez ironique toujours. Parce que l'ironie, c'est toujours ce qui renvoie à la personne qu'on a en face, à ses propres biais, à ses propres assignations, et au fait que finalement, c'est lui qui a un regard qui est assez limité sur les gens.
Donc, l'ironie, pas au sens de l'ironie méchante, Du Spinoza, ça. mais quelque chose de plus... Oui, qui permettent simplement... Oui, ça peut être Spinoza, Yankelevitch, des gens qui considèrent l'ironie comme une façon à la fois de réfléchir sur soi, mais d'obliger l'autre aussi à réfléchir sur lui et sur le regard qu'il jette sur nous. Je ne dis pas que tout le monde en est capable, parce que dans certaines circonstances, c'est la colère qui l'emporte. Les gens se mettent en colère et ne veulent pas être du tout dans l'ironie. Chacun fait d'une certaine manière avec ce que son tempérament lui offre aussi. Et moi, c'est souvent l'ironie, le rire, la moquerie, le sarcasme, mais ce n'est jamais méchant d'une certaine manière. C'est toujours fait en sorte que l'autre prenne conscience qu'il est en train peut-être de me réifier. Et ça, je veille toujours à y échapper, et je veille toujours à dire aux jeunes écrivains africains que je rencontre que globalement, ils doivent se sentir libres d'écrire sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur, et que ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de trahir leur africanité. Parce que leur africanité, ils la portent jusque dans le langage, jusque dans le rythme de leurs phrases et dans la façon de placer leurs virgules. Il y a quelque chose qui ne sera jamais perdu. Et les imaginaires sont toujours là, ils voyageront. Ils sont toujours là. On peut pas je ne pense pas qu'on puisse les détruire. Mbougar qui écrit, c'est aussi le Sérère qui va écrire quelque part. D'une certaine façon, on entendrait presque mon lourd accent Sérère. Voilà. Et toute dernière question, avant de passer aux questions de jeu de questions-réponses. Est-ce que, quelqu'un, on parlait des jeunes écrivains africains, est-ce que tu as une méthode, est-ce que tu as un conseil sur comment écrire, comment lire est-ce que quand tu lis, tu prends des notes? Comment tu lis? D'ailleurs, tu écris la nuit toujours? Maintenant, je ne prends plus de notes, sauf si c'est vraiment un livre. Par exemple, pour les essais, je prends parfois des notes. Pour les romans, jamais de notes. Simplement, à la fin des romans, souvent, à la fin de mes livres, il y a toujours 2 ou 3 pages blanches où j'écris beaucoup de petites choses qui me viennent, mais je ne prends plus de notes. Mais c'est aussi l'exercice qui fait ça. Avec le temps, je finis par voir ce qui m'intéresse dans les livres assez rapidement, les phrases qui m'intéressent, des réflexions qui m'intéressent ou des choses qui me viennent. Sinon, non, je n'ai aucune forme de recette. Je suis plutôt un écrivain d'instinct. C'est-à-dire que je suis des images dont je ne connais pas toujours la provenance, et images dont j'espère que l'écriture non seulement me libérera, mais m'emplira assez pour que je découvre pourquoi ces images me sont venues. Donc, je fais presque les choses à l'inverse. Les choses ne me viennent pas d'abord clairement, ensuite je les écris, elles viennent floues, et je les écris pour qu'elles deviennent claires. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et je suis, comme tu l'as dit, un oiseau de nuit. Donc, j'écris beaucoup le soir. Jusqu'à présent, toujours? Non, aujourd'hui, non, pour des raisons spécifiques. Je ne peux plus écrire la nuit. Ok. Alors, je te laisse une question que tu vas lire. C'est celle d'un grand escroc qui m'a envoyé ça. Je sais pas, tu l'as lu de haute voix. L'escroc primordial, Elgas, que tu as reçu, me dit: quel est l'élément de la garde-robe féminine dans ton histoire personnelle longue et médiévale qui t'a le plus résisté, défié, voire vaincu? Vous voyez pourquoi on l'appelle l'escroc primordial. Original. Je me souviens qu'à une époque, il avait écrit un texte qu'il a supprimé, parce que lui aussi a supprimé un blog où il faisait un peu une typologie de la garde-robe et des dessous féminins en particulier. Mais moi, le sien n'est pas ressorti comme. Non, ça ne va pas comme ressortir. Le concert. Non, moi, puisqu'il faut répondre à la question de ce jeune homme qui n'est pas du tout sérieux, disons, le moussoir, voilà, j'ai jamais su comment défaire les moussoirs. Voilà, j'ai toujours eu une admiration pour les mouchoirs de tête, comme on dit, qui sont d'ailleurs très sophistiqués. Les nœuds de moussoir sont parfois plus sophistiqués que les nœuds de marin. C'est connu. Donc moi, j'ai toujours eu peur de toucher au moussoir des femmes. Voilà, je sais qu'il attendait autre chose, mais je n'irai pas aussi bas. Moi, je reste à la tête. À la tête. Voilà. Bon. On retiendra cela. Alors, on est à la dernière rubrique. Je vais poser un ensemble de questions. Je voudrais que tu répondes du tic au tac. Pas besoin de réfléchir. Alors, Mbougar, on a plus besoin de temps
de solitude en lisant ou en écrivant? En lisant. En lisant. À qui as-tu fait la meilleure dédicace de la plus secrète mémoire des hommes? Tu as intérêt à répondre. Ah oui, parce qu'elle va regarder l'émission, bah, ma compagne. Et t'as, disons, le souvenir préféré lors de l'écriture de où tu étais, disons, en extase. Quand tu as écrit cette partie, tu t'es dit, alors là, j'ai bien écrit cette partie-là. Oui, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Il y a une petite partie qui se passe dans une ville qui ressemble étrangement à Saint-Louis. Ouais. Donc, c'est la partie où... l'auberge, non? Où Mossane de l'auberge. Voilà, ouais. Mossane, où Seynou Koumar, le personnage, confond avec la fameuse Salimata Diallo. Cette partie-là m'a particulièrement ému et fait frissonner. Si tu avais à choisir entre être aîné ou pas, tu le serais? Oui, je le serais encore, parce que tout de même, c'est un certain privilège. Oui. Ton mot préféré en sérère? Mon mot préféré en sérère? Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais s'il faut là rapidement réfléchir... non, vraiment, ça ne me... J'ai plusieurs mots là qui viennent, mais c'est pas grave. Étant donné qu'en français, l'un de mes mots préférés, c'est vraiment le mot merci. Merci. Parce qu'on entend le mot mer à l'intérieur et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très, très beau, que ce soit l'océan ou juste la personne. En sérère, on dit simplement Ndjokondial et Ndjokondial est un mot que je trouve très, très beau. Très beau aussi. J'allais te demander ton mot préféré emploi, mais je sais d'emblée que c'est Machudo. Passons à autre chose. Si tu avais à choisir un auteur préféré, ce serait qui? En tout cas, quelqu'un dont le livre tu l'emporterais en moment de solitude ou si tu avais droit à ça? Ça, c'est très, très dur, mais je crois que je choisirais un livre de Bolagno. Okay. Et quel était ton épisode préféré dans Lecture d'actu de France Culture? Mon épisode préféré, c'est ton préféré aussi, c'est celui où je parle sérère à l'antenne. Donc, c'est celui que j'ai consacré partiellement à Ngugi wa Thiong'o. J'ai envoyé à quelqu'un pour qu'elle me traduise ça. Jusqu'à présent, elle l'a pas fait. Elle est dans la salle. Dernière question. Est-ce que tu sens une dette envers le Sénégal, Mbougar? Oui. Oui, parce que... c'est une dette liée, bien sûr une dette de naissance, mais le fait aussi que j'ai été formé là et que tu m'as posé la question sur le Goncourt tout à l'heure et j'ai répondu que quand je l'ai reçu, sur le moment, vraiment, mes premières pensées sont allées vers le Sénégal. Et même si j'ai une relation qu'on pourrait qualifier de parfois conflictuelle, contrariée, un peu agitée, j'ai tout de même une dette de naissance, de formation et d'amour pour le Sénégal. Merci Mbougar d'avoir accepté cette invitation. On avait beaucoup de chapitres à aborder. Le temps ne coopère pas, mais merci de ton attention. C'est toujours comme ça. Mais merci beaucoup. C'était une conversation que j'ai trouvé très agréable. Et puis, on voit que le Machudo devient de plus en plus à l'aise devant les micros. Bientôt, on ne saura plus quoi faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir et sache que tu motives beaucoup de jeunes de ma génération et c'est avec vous que je le disais dernièrement à Elgas qu'on s'est donné cette ambition, cette initiative de se lancer dans ça, dans la création, etc. Et merci, ne serait-ce que pour ça, je t'accorde d'être mon bourg aujourd'hui. Voilà. Grand jour, on peut arrêter là. Ouais, bien. Merci beaucoup. Merci.